Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AirPod, l'émission des podcasts du comité réanimation de la Société française d'anesthésie réanimation. Aujourd'hui, nous accueillons le docteur Nicolas Engrand qui va nous parler de la prise en charge périopératoire du patient porteur d'un neurostimulateur ou d'une pompe à baclofène. Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors, commençons avec les questions. Déjà, peux-tu nous rappeler en quoi consiste la neurostimulation médulaire ou cérébrale ? Donc, la neurostimulation consiste à introduire une sonde, soit le long de la moelle, on va en reparler, soit à l'intérieur du cerveau, de façon, avec des impulsions électriques, à entraîner une modulation, donc une modification des signaux neuronaux. La stimulation médulaire consiste à introduire une sonde postérieure, on regarde des cordons postérieurs de la moelle et des faisceaux spinothalamiques, et avec différents types de modes de stimulation, initialement à basse fréquence et puis depuis quelques années à plus haute fréquence, on arrive à moduler les signaux de la douleur ascendant et descendant. Pour la stimulation cérébrale profonde, la sonde est introduite par le neurochirurgien dans les noyaux gris profonds au niveau thalamique, sous-thalamique, par exemple, en fonction de l'indication. Donc les indications pour ce qui est de la neurostimulation médulaire, c'est les douleurs chroniques neuropathiques, soit le syndrome douloureux post-opératoire après des échecs de chirurgie du rachis, soit les syndromes douloureux chroniques tronculaires d'origine diabétique, soit les syndromes douloureux régionaux complexes, ce qu'on appelait avant l'algodystrophie de type 1 ou de type 2, soit des douleurs chroniques d'origine ischémique secondaire à une maladie de Burger. Maintenant, en ce qui concerne la stimulation cérébrale profonde, les principales indications sont la maladie de Parkinson, les tremblements essentiels, le TOC et le syndrome de la Tourette chez l'adulte et les dystonies chez l'enfant, mais il y a de plus en plus d'indications plus larges qui apparaissent au cours des années. D'accord. Alors, quels sont les effets secondaires les plus importants induits par ces dispositifs de neurostimulation et que doit connaître chaque anesthésiste réanimateur pour sa pratique ? Les complications, elles sont de plusieurs types. Elles sont soit des complications post-opératoires précoces qui sont finalement assez classiques, de type hématome ou autres, ou complications neurologiques, mais finalement elles sont assez rares. Ça peut être des complications du matériel lui-même avec des migrations, des fractures d'électrodes qui évidemment entraînent le dysfonctionnement de la stimulation. Et soit, alors c'est valable pour les deux types de stimulation, médulaire ou cérébrale, ou soit celle qu'on craint le plus dans tous les cas, c'est l'infection. Très bien. Quelles sont les implications donc pour la prise en charge en périopératoire de ces patients équipés d'un neurostimulateur ? Alors, les implications, elles vont être divisées en impact, on va dire, préopératoire. Donc, dans le préopératoire, c'est bien identifier le matériel. Normalement, les patients ont des cartes d'identification, et en particulier, on en reparlera, mais de la compatibilité IRM. Selon la chirurgie qu'on va faire, bien savoir où est le matériel. Discuter avec l'équipe qui suit le patient, savoir si on peut éventuellement interrompre la stimulation en périopératoire, ce qui est généralement recommandé pour ne pas léser le matériel. En périopératoire, donc c'est éteindre le stimulateur quand c'est possible. C'est aussi beaucoup prendre en compte la maladie sous-jacente, parce que c'est des patients qui peuvent avoir des maladies sévères. On peut avoir un patient paraplégique, on peut avoir un patient parkinsonien, donc ça a des implications sur la poursuite des traitements médicamenteux en particulier, sur la gestion de la douleur chronique en post-opératoire. En termes d'antibioprophylaxie, il n'y a pas d'antibioprophylaxie spécifique pour ces patients porteurs de ce type de matériel. On fera l'antibioprophylaxie propre à la chirurgie, évidemment, en cause. Il faut faire attention aussi que ces patients ont des électrodes neurologiques, mais ils ont aussi un boîtier de stimulation qui est généralement placé en sous-cutané, soit en abdominal, soit au niveau du thorax, qu'il va falloir protéger parce que ça va être la zone sensible en fait pour les années suivantes, d'autant plus qu'on peut avoir des patients dénutris et donc avec des risques d'érosion en fait de la paroi sous-cutanée et donc d'infection. Donc il faudra bien le protéger en fonction de la position en périopératoire.
Pour la neurostimulation médulaire, si on est à moins de 6 semaines après la pause, il faut faire aussi attention à éviter d'avoir des trop grands mouvements de flexion, extension, de rotation du rachis. Et en termes, alors ça nous concerne moins directement, mais c'est bien d'avoir un œil dessus aussi, en termes de chirurgie, il est recommandé d'utiliser un bistouri bipolaire pour ne pas avoir d'arc électrique qui traverse en fait le stimulateur. Et si jamais on ne peut pas et qu'on est obligé d'utiliser un bistouri monopolaire, il faut vraiment avoir la plaque à distance. On peut avoir des artefacts ECG, mais ça c'est pas majeur. Et en post-opératoire, on en sera toujours dans les problèmes d'épargne morphinique et bien sûr reprendre la stimulation, vérifier que le stimulateur fonctionne. Alors il faut savoir que ces patients, la plupart du temps, ils ont des télécommandes et ça peut être géré sans le neurochirurgien. Le patient peut éteindre son stimulateur et vérifier qu'il est remis en marche après l'intervention. J'ai un patient qui est porteur d'une sonde de neurostimulation médulaire. Ai-je le droit de faire une anesthésie loco-régionale ? Alors oui, il n'y a pas de contre-indication absolue à faire une anesthésie loco-régionale. Il faut vraiment savoir où sont les électrodes de façon évidemment à avoir un point de ponction à distance et généralement en dessous. Pour l'anesthésie médulaire, on est généralement au niveau thoracique, donc on fera notre anesthésie au niveau lombaire. Donc, bien sûr, éviter de léser le matériel. Il faut une attention peut-être particulière pour l'hémostase, éviter évidemment aussi le site d'implantation, la cicatrice cutanée, éviter les ponctions multiples, et là encore, je veux dire, pas d'antibioprophylaxie spécifique, et toujours vérifier le fonctionnement après l'intervention. Peut-être une petite limite quand même pour la péridurale, comme le stimulateur médulaire va être dans l'espace péridural, ça peut entraîner une petite réaction fibreuse et une modification de l'espace de diffusion de notre anesthésique locale avec finalement une efficacité insuffisante de l'anesthésie péridurale, mais pas d'autres risques en soi. Très bien, c'est très clair. Venons-en maintenant aux patients porteurs d'une pompe à baclofène. Alors déjà, peux-tu nous rappeler quel est le principe et quelles sont les indications de la pompe à baclofène ? Alors, le baclofène, c'est un médicament qui est extrêmement adapté pour la spasticité, qu'elle soit à la suite d'une sclérose en plaques ou d'un traumatisme médulaire principalement, mais ça peut être également aussi après un trauma crânien ou dans d'autres situations qui génèrent de la spasticité, qu'il a une action pharmacodynamique qui est parfaite. C'est-à-dire que la spasticité, elle est liée au fait qu'il y a un certain nombre de voies inhibitrices descendantes du cerveau qui passent par la moelle, qui sont coupées en fait par la pathologie. Et avec le baclofène, on va dans la corne antérieure de la moelle, au niveau du motoneurone, on va rétablir une inhibition qui a disparu par cette interruption de signal inhibiteur descendant. Et donc le motoneurone va être à nouveau inhibé par le baclofène, qui est donc un récepteur GABA B. Le gros inconvénient du baclofène, c'est sa pharmacocinétique, c'est polysoluble, ça passe très mal la barrière hémato-encéphalique, et donc on est obligé de faire des fortes doses si on l'administre par voie systémique, orale en l'occurrence, parce qu'il n'y a pas de voie IV, et ces fortes doses vont entraîner un effet supramédulaire, donc un effet sur la conscience, puisqu'il y a aussi des récepteurs GABA B au niveau du tronc cérébral et du cortex, et ça va être à l'origine en fait de troubles de conscience, de vigilance et voire même de coma. C'est pour ça que la voie intratécale a été développée depuis les années 80 maintenant pour ces patients à l'aide d'une pompe. Alors, quels sont les risques d'une pompe à baclofène pour le patient ? Alors, on a déjà commencé à l'évoquer. Le principal risque chez le patient porteur d'une pompe en chronique, c'est le sevrage. Parce que le baclofène va être extrêmement efficace sur l'inhibition du motoneurone, mais s'il y a un dysfonctionnement de pompe, ou une autre raison, une infection par exemple, on va entraîner un sevrage très important au niveau médulaire, avec donc la réapparition d'une spasticité importante. Alors on va avoir des signes qui sont plutôt en 3 étapes. La première chose, c'est le rebond de la spasticité, avec même un prurite, une irritabilité. Ensuite, une agitation, confusion, une fièvre, avec une tachycardie,
plutôt une hypertension. Et puis en troisième étape, on peut avoir des convulsions, un coma, une rhabdomyolyse, une insuffisance rénale aiguë et même une défaillance multiviscérale. Et donc là, le traitement, c'est vraiment les benzodiazépines, ça peut être l'anesthésie et voire même la curalisation, et le plus tôt possible de réinjecter du baclofène intratécal parce que le baclofène péros ne va pas être suffisant pour la moelle et risque d'être excessif pour le cerveau. La deuxième complication, c'est le surdosage. Il est plus rare, il est lié à des accidents au moment des changements de pompe ou une injection intra-abdominale au moment du remplissage de la pompe. Ça peut donner des épilepsies, des comas. Ça peut même, à l'extrême, mimer en fait un état de mort encéphalique, parce qu'on a, encore une fois, on a des récepteurs GABA sur le cortex et le tronc cérébral, donc on peut même faire disparaître les réflexes du tronc cérébral. Et puis, comme c'est très dépresseur, et ben c'est dépresseur aussi sur les fonctions respiratoires, avec une hypopnée, une hypoventilation, et sur les fonctions hémodynamiques, avec une hypotension artérielle, une bradycardie. Donc ça, c'est plutôt de bons pronostics dès lors qu'on fait une bonne prise en charge en réanimation. Et puis la dernière infection à craindre, comme toujours, c'est l'infection, et avec toujours, comme pour les stimulateurs, cette question de bénéfice-risque entre retirer tout le matériel, parce qu'évidemment c'est ce qu'il y a de mieux à faire sur le plan infectieux, mais en contrepartie s'exposer à un risque de sevrage. Et donc il y aura une discussion au cas par cas sur est-ce qu'on retire le matériel ou une partie du matériel ou après combien de temps d'antibiothérapie. D'accord. Alors maintenant, je prends en charge donc au bloc opératoire un malade pour une chirurgie générale. Il est porteur d'une pompe à baclofène. Quelles sont les implications auxquelles je dois faire attention en tant qu'anesthésiste réanimateur ? Donc il y a des points communs avec ce qu'on vient de dire pour le neurostimulateur. C'est possible d'avoir un contact avec l'équipe spécialisée et bien savoir à quel niveau est implanté le matériel. Et puis avec un risque infectieux et de protection du boîtier, ça ne change pas. La grosse différence, c'est qu'on va avant tout faire le maximum, s'efforcer de ne pas arrêter le traitement pour la raison que je viens de vous expliquer du sevrage. L'anesthésie périmédulaire, elle est possible. Elle est, à mon sens, quand même un peu risquée, notamment sur le risque infectieux, et c'est pas forcément la meilleure idée. Mais elle n'est pas rigoureusement contre-indiquée. D'accord. Est-il possible de réaliser une IRM ou un choc électrique externe chez ces patients ? Alors, oui, l'IRM, la majorité maintenant, enfin la totalité même, des matériels récents sont compatibles avec une IRM. En tout cas, ça a été testé avec des IRM 1,5 Tesla, potentiellement aussi 3 Tesla, mais on n'a pas les données nécessaires pour l'affirmer. En cas de pompe, elle va s'arrêter dans le champ magnétique. Normalement, elle reprendra toute seule, mais il faudra évidemment vérifier qu'elle a bien repris. En cas de stimulateur médulaire, généralement, on conseille de l'arrêter et de le reprendre après la réalisation de l'examen. Le choc électrique, bien entendu, quand il faut le faire, il n'y a pas de contre-indication. Ceci étant, ça peut endommager le générateur, entraîner un dysfonctionnement. Si possible, on essaiera de déplacer les pattes le plus loin possible du matériel, utiliser l'énergie la plus faible possible, dans la mesure du possible. Merci beaucoup pour ce partage, Dr Nicolas Engrand. Merci à tous pour votre écoute et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts du comité réanimation de la SFAR sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Merci à tous et abonnez-vous. Au revoir. Merci, au revoir.